Donc nous avons vu avec vous, Monsieur Seïta, que vous avez parlé de responsabilité sociétale, de risque professionnel, toutes ces questions. Mais il y a quand même un point qui, je pense, nous a un petit peu questionné. C'est justement, on voit que c'est difficile. On voit qu'il faut que ça parle au niveau de l'entreprise. Donc, je me tourne vers nos autres interlocuteurs en espérant aussi que vous vous présenterez très brièvement et que vous répondrez aussi brièvement. Quid de la mise en œuvre? Voilà. Donc, je tourne vers monsieur... Ah, joli. Là, on peut dire quand même. Donc, Madame Lenevé. Je suis Catherine Lenevé. Merci. Je suis Catherine Lenevé. Je suis directrice d'un EHPAD. Si vous voulez, la mise en place de toute cette politique a reposé sur une réflexion. Bon, une EHPAD veut dire qu'on s'occupe de personnes âgées, de personnes vulnérables. Et vous avez, oui, on a beaucoup parlé de maltraitance, etc. Et c'est vrai que les autorités de tutelle dont nous dépendons ont mis en place des moyens, mais aussi nous ont demandé des résultats, de mettre en place des démarches pour lutter contre cette maltraitance. En tant qu'ancienne soignante, enfin je suis toujours soignante quelque part et je le resterai toujours, de mon expérience, je pense qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'être bien traitant si lui-même est maltraité dans son quotidien, c'est-à-dire avec des conditions de travail qui sont désastreuses, un manque de moyens, un manque de considération et surtout un manque de reconnaissance. Notamment dans le milieu soignant, je dirais que c'est une des priorités. Les soignants ont besoin de beaucoup de reconnaissance parce que c'est vrai qu'ils ont parfois des métiers ingrats. Alors les risques au sein d'un EHPAD, ils sont notamment sur le plan psychosocial, je dirais, reposent, on est confronté à la mort, à la maladie, à des drames familiaux, avec... voilà, c'est pas évident tous les jours d'être confronté à ce genre de choses, surtout que, je dirais, vous le savez aussi bien que moi, que le personnel soignant n'est pas forcément valorisé au niveau financier. Donc si on n'a pas, je dirais, cette empathie envers toutes ces équipes, on va vers beaucoup d'arrêts de maladie. Beaucoup de démissions, de turnover de personnel et qui sont des sources de maltraitance. Donc au quotidien, ça veut dire que nous, en tant que manager, il faut qu'on soit à l'écoute de nos équipes. Ça passe par énormément de dialogue, d'empathie, aussi celle qu'on fait envers les équipes, envers les familles et les résidents, mais aussi envers les équipes, et d'être extrêmement vigilant au quotidien pour savoir quand quelqu'un ne va pas bien. Parce que si on laisse passer ce mal-être, ce sont des gens qui vont tourner, donc nous, dans ce qu'on appelle dans notre milieu soignant le burn-out, c'est-à-dire qu'ils vont se consumer vraiment de l'intérieur, hein, avec un absentéisme, un manque, complètement ne plus être dans l'attention à l'autre, et on va avoir des arrêts maladie par répétition, et voir des gens qui vont quitter le milieu et quitter le milieu soignant parce que ça sera impossible pour eux de continuer. Donc vraiment une vigilance, et ça passe pas forcément par, je dirais, des grandes choses. Moi je pense que la politique des petits pas est extrêmement importante. D'abord parce qu'on n'a pas forcément les moyens financiers, et que je pense qu'il vaut mieux être vigilant sur des petites choses. Je vais vous donner un exemple. Il y a 4 ans, nous avions un turnover du personnel de plus en plus important. La réflexion a été faite, pourquoi ces personnes s'en vont. Alors, il était évident qu'il y avait une question, je dirais, salariale, parce que nous sommes inégaux. Moi, je travaille dans le secteur privé à but lucratif, et ma convention collective fait que ma grille salariale est beaucoup moins intéressante que le secteur associatif ou le secteur public. Comment faire que quelqu'un continue à travailler chez nous et soit dans des dynamiques projets? Donc j'ai beaucoup réfléchi avec les équipes sur qu'est-ce qui est important pour eux. Ce qui est important pour eux, c'est l'organisation du travail, ce sont les plannings. C'est de faire des horaires réguliers, de ne pas les faire travailler en coupure, de mettre en place... donc j'ai créé des plannings qui sont fixes, qui permettent qu'elles peuvent faire par exemple des plannings sur l'année, savoir
Mais comment, si je travaille Noël, pas Noël, pouvoir organiser, se projeter, parce que la vie au travail c'est un, mais la vie familiale est importante à côté. De mettre en place des RTT fixes, ce qui fait que l'organisation que j'ai mis en place avec les équipes permet qu'elles aient une semaine de RTT fixe toutes les 10 semaines. Ce qui veut dire que sur un an, elles ont 5 semaines de congé en plus, quelque part. Ce qui leur permet de s'aérer, de pouvoir aussi faire autre chose, parfois en dehors des vacances scolaires, de pouvoir se ressourcer en dehors. Et ça, c'était extrêmement important. Après, je les ai beaucoup impliqués à travers des démarches projets, merci Lestia, où on a, je pense que l'intérêt au travail peut reposer, les sortir de leur quotidien et de les impulser dans des projets où elles peuvent se réaliser et se valoriser. Nous avons fait, à l'heure actuelle, nous sommes sur une démarche projet qui est la mise en place du dossier médical personnalisé. Nous avons où l'EHPAD est pilote. Et le prochain projet va être de mettre en place la télémédecine au niveau d'un EHPAD. Alors, quand on commence à parler de ça, les gens me disent je suis folle. Non, je ne suis pas folle. Mais je pense qu'en impulsant des choses qui sortent de l'ordinaire, qui permettent d'avoir des visions, d'aller plus loin que le quotidien, mais justement, le quotidien, il va se retrouver beaucoup plus facilement. Merci. Il y a quelque chose là qui ressort dans ce que vous dites, c'est la question justement de... quand on parle de santé, de bien-être, en fait, vous revenez souvent au niveau du quotidien. Vous parlez du planning, mais vous parlez d'un projet. Donc en fait, vous parlez d'un projet de télémédecine, c'est pas forcément un projet où on est, je veux dire, on voit pas très bien la santé des salariés, ce qu'elle vient faire un peu au niveau de la télémédecine. Alors pourquoi ce projet de télémédecine? D'abord parce que, par exemple, sur une prise en charge, ne serait-ce que de l'urgence, qui est aussi notre quotidien en EHPAD, où je vais peut-être aller sur quelque chose de plus difficile et qui se rejoint dans les risques psychosociaux, qui sont les soins palliatifs. Où des fois nous sommes face à des situations difficiles, nous ne sommes pas l'hôpital, nous ne sommes pas le milieu sanitaire, nous sommes le milieu médico-social. Et nous sommes devant des difficultés, et le fait, par exemple, de mettre en place la télémédecine nous permet de nous mettre en relation avec l'hôpital de Bayonne, son équipe mobile de soins palliatifs qui n'a pas forcément la mobilité, ou d'autres équipes, notamment je pense au CHU de Bordeaux, où j'ai rencontré une équipe qui met en place dans des domaines sur la prise en charge des escarres, etc., où il y a des échanges, mais on peut avoir des échanges, je dirais, avec d'autres professionnels, et où on est, cet échange il est essentiel dans nos professions et permet de voir que dans d'autres, quand on partage, je dirais, ses peines, entre guillemets, ça permet de se dire on n'est pas tout seul, qu'est-ce que c'est bien. Et puis l'expérience d'autres équipes permet, ils ont peut-être trouvé des solutions et peuvent prendre cette solution et l'adapter. Et à ce moment-là, l'équipe elle va se retrouver, je dirais, tranquillisée, sécurisée, et se dire mais pourquoi pas. Et au lieu de rester dans cette atmosphère, de dire on n'est pas dans cette impuissance, et voilà, d'engager des dialogues et de ne pas se retrouver seul face à l'adversité, je dirais. Merci. Alors, Monsieur Joly, vous qui êtes dans un autre secteur complètement, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Et en quoi, pour vous, ça vous fait écho ou pas? Bonsoir. En deux mots, donc Marc Joly, DRH de la société Guyane et Gascogne, entreprise de commerce et distribution, donc sur l'ancienne Carrefour, donc très loin de l'EHPAD. Et pourtant, nous avons fait le choix dès 2007 de s'intéresser à la santé et sécurité au travail de nos salariés. Alors pour tout un tas de raisons, alors qu'on parlait de risques psychosociaux, ce n'est qu'un des éléments parmi tous les thèmes qu'on a abordés. Mais la première raison, c'est qu'on a fait le constat, et je rejoins Madame, c'est qu'on avait l'absentéisme qui se développait, pour tout un tas de raisons, mais pourquoi? Alors on a un dialogue entreprise, on a un discours entreprise qui est ce qu'il est, mais c'est la réalité de tous les jours, l'absentéisme. Deuxième chose, l'émergence de maladies professionnelles qu'on ne connaissait pas. Donc on a commencé à se poser réellement des questions. Alors il y a des chiffres qui parlent, les arrêts de travail, la durée, la fréquence, le coût pour l'entreprise. Parce que pour le coup, on parlait de taux de cotisation, et on s'est donné des chiffres très simples, on s'est dit, en 2007, faisons l'audit. Et là, nos dirigeants, quand on a mis les choses en face, on s'est rendu compte qu'effectivement, et ça c'est un choix d'entreprise de notre président, de dire qu'on ne peut pas rester dans cette situation, pour tout un tas de raisons. Aussi bien pour
la santé des salariés, qui sont nos collaborateurs. Sans ça, on ne peut pas avancer. Aussi bien pour la notion de performance au travail, de bien-être au travail, parce que tout ça, ça coûte aussi bien à l'entreprise qu'à la collectivité. Et fort de ces chiffres-là, on a vraiment voulu mettre en place une politique de santé et de sécurité au travail. Donc depuis 2010, on se fait accompagner parce qu'on n'a pas forcément les savoir-faire dans l'entreprise, on n'a pas les connaissances, ou tout au moins on les a partielles, dans cette politique-là. Et pour le coup, on a fait un diagnostic global sur l'ensemble de la thématique santé, sécurité et travail, sur l'ensemble de notre 35 établissements, puisqu'on a 35 établissements représentant 2000 salariés, où on s'est posé toutes les questions, thème après thème. Ça va aussi bien des conditions de travail, de l'organisation. Pourquoi je suis stressé si on parle de risque psychosocial? Et bien souvent, ou peut-être c'est parce qu'effectivement on parle d'organisation. Pourquoi j'ai une notion de harcèlement ou de violence interne ou de violence externe? Parce qu'on est confronté à de la clientèle aussi qui peut générer un certain nombre de situations de mal-être au travail. Mais tout ça, pour le faire, encore faut-il connaître la connaissance. Et la connaissance dans l'entreprise, je vous rassure de suite, on ne l'a pas. Donc il y a une notion qui est importante, c'est d'arriver à faire changer les comportements dans l'entreprise, à apprendre et à faire détecter les gens. Parce que moi, quand on vient me dire je suis stressé, c'est un terme, effectivement, je vois à peu près. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je suis harcelé, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça a été de se poser la question avec les partenaires sociaux, de se dire comment je peux parler de ces thématiques-là avec les critères qu'on a définis, en sachant que ce type de projet, depuis maintenant plus de 3-4 ans, on est vraiment dessus, ne peut se faire qu'à travers une vulgarisation des thèmes, j'entends formation, information aussi bien des salariés que des représentants du personnel, que des managers. Aujourd'hui, on est né, je dirais, au début du changement en termes de comportement dans l'entreprise. Mais le chemin est très long sur cette thématique. Alors, pour revenir justement à ce parcours, même si pour vous, je crois que c'est ce qui ressort, parce que comme vous dites, c'est un projet, mais en fait, un projet qui ne se termine jamais, parce que qui demande en fait de se questionner continuellement. J'ai bien compris. Voilà, vous me dites. Mais par rapport à ça, donc, vous, dans la mise en œuvre, vraiment, c'est-à-dire à partir de ce que vous avez détecté, des points, des dysfonctionnements, comment vous y êtes pris, mais vraiment concrètement? C'est-à-dire, voilà, là, ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, on a fait une chose très simple, on aime bien cette notion de diagnostic. Avant de parler des choses, il faut savoir où on est, pour pouvoir parler de choses concrètes. Donc la première chose, on a fait le diagnostic à travers un truc très simple, qu'on a mis en place en 2001, qui était le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et en fait, ce document unique, on l'avait mis en place, mais qu'est-ce qu'on en faisait derrière? Donc on s'est posé des questions, en repartant du document unique, on est parti sur ce qui existait, et par contre, on l'a largement amélioré, et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on n'arrive pas à travailler avec les salariés sur cette thématique-là, on ne peut pas avancer. Donc, en gros, la thématique ou le thème qu'on a bien aimé, c'était un peu notre slogan, chez Guyane et Gascogne, 2100 salariés, on voulait faire 2100, et on veut faire, c'est l'objectif, 2100 préventeurs. C'est que tout le monde soit concerné par la notion de santé et de sécurité au travail. Mais d'une façon globale, on parle de risques psychosociaux, on parle de toutes ces choses-là. C'est le collègue de travail qui est capable de dire, tiens, dans mon rayon, il y a quelque chose qui se passe mal, qui est capable d'en parler aux représentants du personnel. Donc ça a été beaucoup d'informations, de formation, d'accompagnement. Si je prends la thématique du document unique, ce n'est pas la direction, ce n'est pas les managers qui ont fait le document unique. On est descendu sur les terrains, on est allé dans l'établissement, on a questionné quasiment l'ensemble du personnel pour qu'il nous fasse remonter tout ceci. Mais en accord, et surtout avec les partenaires sociaux. Si les partenaires sociaux ne prennent pas l'ampleur de la thématique, c'est un relais de moins dans l'entreprise. Et ça, ce sont des choses concrètes qu'on a mis en place. Formation, information, vulgarisation de la thématique, ce n'est pas un sujet tabou. On a besoin de vous comme vous avez besoin de nous. Il faut aborder toutes ces thématiques. Alors j'aurais une autre question qui est, on a évoqué ces parcours qui sont quand même très encourageants, parce que ça veut dire que c'est possible. Maintenant, une des choses, c'est, avec le recul que vous avez, quels sont selon vous les leviers, on peut dire, et les limites que vous avez pu identifier? Donc levier, on peut dire oui, vous avez parlé du dialogue social aussi, ça c'est important. Mais quels sont les autres leviers que vous avez pu identifier, leviers et freins, et puis limites aussi à ce type de démarche et de réflexion? Ou pas?
Peut-être qu'il n'y en a aucune. Alors, à notre niveau, les limites, je dirais que c'est un petit peu, comme vous disiez, le fait qu'il faut toujours être dans cette dynamique. C'est-à-dire qu'on n'a jamais de répit, parce que le personnel change, que de nouveaux problèmes arrivent, et qu'il faut être toujours dans cette dynamique. Alors je dirais le frein, c'est pas forcément le personnel, les gens qu'on manage, je dirais des fois c'est les managers. Parce que souvent, c'est les managers qu'on oublie. Dans l'analyse des risques psychosociaux, pour y avoir travaillé, puisque bon, ça a été une façon d'aborder, notamment dans mon domaine qui s'appelle la reconduction de la convention tripartite, nous avions pris le projet de faire cette reconduction à travers l'analyse des risques psychosociaux, justement pour démontrer l'impact, l'importance des conditions de travail dans la prise en charge des personnes âgées, et auprès de nos autorités de tutelle, pouvoir les sensibiliser, leur dire que quand on demande des budgets pour avoir du personnel, ce n'est pas le fruit d'une imagination perverse. Donc voilà, on s'est beaucoup investi, on a eu de l'aide, voilà. Mais souvent on oublie, je dirais, le manager, l'encadrement. Et des fois je dirais que ce frein, c'est ça. Parce que des fois nous aussi on fatigue. Alors bien sûr, il y a des réseaux, on peut se retrouver entre directeurs d'EHPAD, etc. Mais par moments, on a un grand sentiment de solitude et le sentiment que c'est toujours nous qui tirons l'ensemble du train. Et des fois, c'est un peu fatigant. Hein, et voilà, pour moi, c'est un des freins. Je rajouterai la notion de management, la notion de culture d'entreprise. La thématique santé, sécurité au travail dans les entreprises, je dirais la prise de conscience dans un projet global, elle est récente. Elle est récente pourquoi? Parce qu'effectivement, si vous prenez la législation sur cette thématique-là, elle s'est accélérée avec la mise en place du document unique dans les années 2001. Jusqu'à présent, bon, effectivement, on voyait des taux AT, on voyait de l'accidentologie, bon, mais le législateur est intervenu. Donc la culture d'entreprise, finalement, elle était ancrée, mais pas forcément de façon directe sur la santé et la sécurité au travail. Et le législateur, en intervenant, a été un accélérateur pour se dire, posons-nous les bonnes questions. Et le premier frein, ça a été de dire, et je rejoins madame, sur la notion de management, que ce soit un directeur chez moi ou un manager, quand moi je déboulais, je peux vous dire qu'il dit, mais qu'est-ce que tu viens là? Bon, ça va, nous on a l'absentéisme, on se débrouille, etc. Et quand je leur ai expliqué qu'effectivement l'absentéisme, ça leur coûtait, je passe du temps à chercher du personnel, je passe du temps à former du personnel, je passe du temps à avoir des ruptures parce que si ça, et si je dis que je peux l'éliminer, cet absentéisme, en gardant les collaborateurs dans des bonnes conditions de travail, là ça parle. Mais c'est bien cette notion de frein, culture d'entreprise. Ensuite, le deuxième frein, c'est effectivement une partie qui serait liée, je dirais, plus aux organisations, c'est de dire, ah ben on ne peut pas faire. Mais si on ne peut pas faire, on ne fait rien. Ça, c'est la réponse de base, on ne peut pas faire. Je rebondis sur tout à l'heure la notion de stress. Nous, quand on parle de stress, on se pose des questions. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on a fait un audit dans un magasin qui n'est pas de la région, où on avait des salariés qui, par les biais des représentants du personnel, nous ont ramené cette notion de stress. Mais la notion de stress, on n'a pas fait grand-chose. On s'est rendu compte que dans le magasin, il y avait des problèmes d'organisation. Ce n'était pas une question de moyens, c'était un problème d'organisation. En solution de l'organisation, on sait qu'au bout de 3 à 4 semaines, déjà, le dialogue n'est plus le même. Donc, il y a des organisations qu'on peut changer, il y en a d'autres non. Et là, c'est un deuxième point. Alors, c'est une question pour Monsieur Thiolan. C'est par rapport à tout ça, par rapport à ces questions justement au niveau, en tant que chef d'entreprise. Qu'est-ce que ça vous évoque de vous dire que voilà, il y a peut-être des choses à faire, qu'on voit entre un EHPAD et une entreprise de grande distribution, eh bien finalement, il y a quand même pas mal de points communs sur les questions. Voilà. Alors moi, je me sens un peu coupable. J'ai introduit la réunion en expliquant que l'environnement impactait beaucoup les entreprises et que nous le subissions. Et là, ce qui m'a beaucoup plu, et dans l'intervention de M. Seïta et dans votre intervention, c'est que l'entreprise reprend, entre guillemets, c'est elle qui impacte les relations au sein de son entreprise, c'est elle qui impacte la vie de ses salariés. Donc, je
vous remercie tous les trois parce que pour moi, c'est une chose très importante. Si j'ai quelque chose à retenir, c'est la définition de la responsabilité sociétale. Et c'est donc le pouvoir que chaque organisation a impacté, donc à la fois son organisation elle-même, ses salariés, mais aussi l'ensemble de la société en termes de gestion environnementale, de gestion sociale, de gestion... Donc voilà, je sais pas si vous avez d'autres, si vous avez certainement des questions, mais je veux dire, cette prise en main, en fait, le fait de ne plus être, de subir l'absentéisme, de savoir que la chose est inversée, moi je trouve que c'est une grande chance que nous avons, nous, entrepreneurs. Voilà ce que je peux vous dire comme remarque. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Alors, est-ce que vous auriez des questions? Oui, bonjour. Chantal Mornay-Perrier, sociologue, donc, et fondatrice aussi de ARP avec Henri et Benoît. Voilà. Donc, moi, c'était une question à Dominique Seita. Je voulais savoir si aujourd'hui vous avez une sorte de fonction observatoire au niveau de la norme pour dire vers où on va, qui aujourd'hui l'applique, et justement pour revenir aussi croiser la préoccupation de Benoît sur les indicateurs qu'on pourrait avoir ou se donner. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, un des indicateurs principaux serait la lutte contre l'absentéisme, par exemple, ou la réduction des accidents du travail. Enfin, est-ce que vous avez cette dimension observatoire de la norme? Alors, l'observatoire de la norme enfin, il y a une fonction observatoire au sein de la commission de normalisation française qui continue à se réunir régulièrement. Ce qui se passe en ce moment, c'est que certaines professions s'approprient l'ISO 26000 pour essayer de construire des guides qui vont les aider à appliquer la norme dans leur propre domaine. Ce qu'on peut craindre, c'est parfois un appauvrissement du fond. Mais en même temps, je veux dire, il faut qu'on avance. Donc, je dirais c'est une étape, et puis les choses progresseront. Mais c'est vraiment intéressant de voir que certaines professions ont vraiment décidé de s'approprier la norme. Alors, ça a commencé par les agences de communication. Voilà, bon. Mais c'est aussi le secteur de l'agroalimentaire, par exemple, qui a décidé de préparer son propre document. Donc voilà des choses qui évoluent et qui vont vraiment dans le bon sens. Ensuite, d'autres éléments, la Commission continue à travailler. Alors, c'est vrai que la commande initiale sur l'ISO 26000 était de ne pas développer tout un panel de normes successives qui encombreraient nos armoires. Mais en tout cas, au niveau français, on a deux fascicules de documentation, deux documents d'aide qui sont l'un édité et l'autre en cours d'édition. L'un qui porte sur comment crédibiliser cette démarche. Et ça renvoie de toute façon aux grands principes de la norme, c'est-à-dire qu'il faut d'abord chercher à évaluer ses impacts, il faut travailler sur les questions centrales, il faut structurer ses relations avec les parties prenantes, et puis ensuite, on peut commencer à en parler et se doter d'outils d'évaluation. Je dirais, on peut très bien imaginer que sur certains points, et avec telle ou telle partie prenante, on décide que la validation du discours tenu par l'organisation sera évaluée par une tierce partie qui vous donnera un certificat. C'est-à-dire que la certification n'est pas exclue sur tel ou tel point, mais on ne pourra jamais être certifié sur l'ISO 26000. On sera certifié sur un domaine ou sur un autre parce qu'on s'est donné des critères d'évaluation avec une partie prenante ou une autre. Et cette validation, elle sera... Je dirais que dans le domaine de la santé et sécurité au travail, la validation, vous l'aurez avec
je ne sais pas, le CHSCT et la façon dont les salariés restent chez vous. Si votre taux d'absentéisme il baisse de moitié, vous avez sans doute réussi un petit quelque chose, en tout cas. Peut-être pas tout, mais voilà, hein, des éléments d'appréciation de la mise en œuvre. Et puis, dernier document dont il faut que je vous parle, c'est qu'il y a un fascicule qui va sortir et qui va essayer d'aider les organisations à justement hiérarchiser les enjeux et repérer les parties prenantes les plus importantes pour son organisation propre. Voilà. Alors, je réponds à la fois à votre question et à d'autres, mais bon, et sinon, dernier point sur l'observation, il y a une plateforme d'échange sur la région sud-ouest où un certain nombre d'organisations se réunissent tous les 3 mois pour essayer de débattre autour d'un des sujets de l'ISO 26000. Quelle est la place de la philanthropie ou du mécénat dans la responsabilité sociétale? C'est une place à réserver, mais qui n'est pas centrale, mais qui existe. Et puis voilà, ou d'autres démarches. Voilà. Bonsoir, Marie-Claire Tapie, association LICIPA, service social interentreprise. Je voulais surtout poser ma question au chef d'entreprise et savoir si, après avoir abordé les facteurs endogènes que vous avez présentés, internes à l'entreprise, liés à l'organisation, à la vie au travail, est-ce que vous avez regardé aussi les facteurs exogènes liés à la vie personnelle finalement des salariés qui ont un impact aussi dans leur qualité de travail aussi et d'investissement au sein de vos organisations? Alors, je vais tenter de répondre à cette question qui est très complexe. On s'est posé la question. La seule chose, c'est que si on prend une notion très simple de stress, il commence où? À la maison et on l'amène dans l'entreprise, ou à l'entreprise et on l'amène à la maison? Ça, je ne sais pas y répondre. Par contre, en parallèle, on s'est posé la question justement sur des notions très simples d'organisation de travail. Et ces organisations de travail dont je parlais, je vais vous prendre un exemple très simple. Si on envoie des gens en formation, si on prend une société où on a une large majorité de femmes et de femmes jeunes, de faire finir une formation à 18 heures, je prends un exemple très simple, d'aller courir pour aller chercher le petit à la crèche ou en garde, etc. Qu'est-ce que ça nous gêne ou quelle est la question qu'on se pose? Dire je la fais finir plus tôt et je l'organise différemment. C'est des questions aussi simples que ça. On parle de temps de travail, temps partiel, du fait de nos métiers. Posons-nous la question, on se l'est posé. Temps partiel choisi ou subi? Et on s'est aperçu, et on l'a fait sur l'ensemble de nos salariés, qu'effectivement il y avait des salariés qui souhaitaient du temps partiel pour des raisons familiales, donc qui n'étaient pas subis, et inversement, des salariés qui voulaient travailler davantage, et les organisations ont fait qu'on a géré ça. Mais répondre à la question de la poule ou de l'œuf qui a commencé, pour nous c'est très difficile aujourd'hui. Je voudrais juste rajouter quelque chose. On parlait des managers, donc moi je suis chef d'entreprise et j'ai donc un certain nombre de managers. Donc effectivement, il y a un certain nombre, il y a un niveau hiérarchique. Ma vision des choses, c'est dans une activité de service comme la mienne, c'est d'avoir des managers avec une certaine qualité, une certaine typologie de management de proximité. Donc le sujet de ce qui peut se passer à l'extérieur du travail, mes managers, enfin les meilleurs, ne les éludent pas. C'est-à-dire qu'on peut prendre en compte un problème spécifique à un moment donné par rapport à la maladie d'un enfant. Voilà. Mais il faut encore faire la preuve. Il faut que le salarié sache qu'il peut dire des choses. Voilà, ça commence par là. C'est-à-dire, moi j'appelle ça du management de proximité. C'est quelqu'un qui aura l'écoute et la qualité de l'écoute. Je
sais pas comment l'exprimer, mais il y a un management qui est peut-être plus directif, où effectivement on est 100% au travail, on est 100% sur la tâche, on est 100% sur les objectifs, on est 100% sur du quotidien. Et puis il y a des gens qui ont certaines capacités d'empathie et d'écoute, avec évidemment des organisations qui le permettent, c'est-à-dire que nous sommes en annualisation par exemple, hein, donc avec un système assez élaboré de gestion des plannings, voilà, donc on peut prendre en charge des problématiques personnelles. Encore faut-il que le salarié soit conscient qu'il a la possibilité d'exprimer ce type de problème, hein, et tout l'art du management. Alors évidemment, on n'apprend pas ça dans les écoles de management. Moi, je voulais juste dire que dans nos métiers, il est vrai que quand on est confronté dans sa vie personnelle à la mort, à la maladie, c'est encore plus difficile quand du coup on ne peut pas, ou si on a une personne âgée, je parle, quand on a son parent qui est malade, qui est souffrant. Nous, on a mis en place, nous avons une psychologue qui intervient sur l'EHPAD par rapport aux familles et aux résidents et dans l'organisation. Alors bien sûr, c'est un temps infime parce que normalement, il faudrait que ce soit quelqu'un d'extérieur, etc. Mais par rapport au personnel, une fois par mois, j'ai dégagé 2 heures à la psychologue. Et elle a un lieu complètement informel, juste une salle de repos. Et si les salariés le souhaitent, ils peuvent la rencontrer. Voilà. Sachant que j'étais extrêmement claire là-dessus, c'est que cet entretien, il est confidentiel, il n'aura pas d'impact, je n'aurai pas un rapport circonstancié de la psychologue, c'est un moment où on peut évacuer. Juste pour vous dire qu'il y a très longtemps, la directrice de l'école d'infirmière, le premier jour où je suis rentrée à l'école d'infirmière, nous avait dit, mesdemoiselles, vos problèmes personnels, vous les laisserez à la porte de l'hôpital, ils vous attendront. Voilà. Heureusement qu'on a évolué. Bonsoir. Jean Telletchia, directeur industriel de PME et conseiller municipal de Rugne. Est-ce qu'il y a justement, puisque là en tant que conseiller municipal, est-ce qu'on a des exemples de politiques publiques qui prennent en compte la responsabilité sociétale, des politiques de développement économique qui moduleraient les actions en fonction justement de la politique des organisations, des sociétés, des politiques sociales ou sociétales? Ou bien je pensais à la Chambre d'agriculture, si elle devait faire un bilan de son secteur d'activité dans la région, en fonction des 6 périmètres que vous avez décrits, c'est vrai que je pense que ça pourrait diriger certainement les décisions. Est-ce qu'il y a des exemples concrets? Je pense qu'il y en a sans doute aussi dans la salle, hein. Mais il y a des exemples alors, qui sont... je pense à un conseil régional qui comment dire, conditionne ces aides à l'investissement à un certain nombre de critères de responsabilité sociale des organisations qui lui demandent un financement. Vous avez quand même maintenant énormément de collectivités territoriales qui ont des agendas 21 et qui traduisent dans leur cahier des charges, par exemple, des exigences sociétales en termes soit d'emploi d'emploi protégé, je dirais, hein, dans le cadre de mise en place de chantiers, mais aussi de conditions dans lesquelles vont se réaliser un certain nombre d'opérations en termes de protection de l'environnement, de conditions d'emploi des salariés, d'origine des produits utilisés, etc. Alors, mais ça reste de l'initiative, hein, si je ne me trompe pas, ça reste de l'initiative de chacune des collectivités. On a encore assez peu de cadre formel général sur ce type de choses. Voilà. Le Conseil de développement du Pays Basque a une initiative Agenda 21 qui essaie de fédérer toutes les collectivités du Pays Basque. Qui essaie. Tu peux en parler. Oui, vas-y. Donne le micro parce qu'elle peut témoigner, puisque tu avais une question aussi tout à l'heure. Je vais commencer par la réponse, peut-être.
Donc l'agenda 21 est l'outil officiel de mise en place de politique de développement durable pour une collectivité ou une agence publique. Et désormais, on considère que l'agenda 21 est l'outil le plus approprié pour une collectivité pour mettre en place une politique de responsabilité sociétale. D'une part, parce que le référentiel national maintenant des agendas 21 fait tout à fait référence à ça sur le contenu, pas encore sur la forme, mais sur le contenu, ça on y est déjà. Et on commence à disposer c'est tout récent, là, depuis cette année, d'un outil d'évaluation piloté par la FNOR qui s'appelle FAC 26 000 collectivités, qu'on est en train de tester. Je suis en train de le tester sur le Conseil général de Gironde, et le Conseil de développement du Pays Basque a lancé une vaste offensive envers en particulier les communautés de communes et certaines communes volontaires pour mettre en place ce genre de politique. Essentiellement comme le disait M. Joly, sous des thématiques d'autodiagnostic en vérité, puisque la compétence est bien souvent chez les élus, chez les agents, et ensuite sur des politiques de mise en œuvre de systèmes d'évaluation. Donc c'est des choses relativement simples, et le Conseil de développement a mis en place une politique tout à fait volontariste et innovante et simpliste pour faire en sorte que ça fonctionne, en fait, pas faire des usines à gaz qui soient compliquées. Et un peu exemplaire au niveau national pour regrouper l'ensemble des collectivités. Tu as vu une question aussi? Alors, moi j'ai une question sur parce que la responsabilité sociétale, c'est une sorte d'asymptote, comme le disait Dominique, c'est une sorte de point vernal, d'utopie, et qui est peut-être pas si loin que ça finalement, en termes de contenu. Et je me demande si ça ne nous questionne pas nos schémas mentaux. Quand j'accompagne des PME en particulier, on pose la question de l'absentéisme, et moi je dis, mais pourquoi on ne se pose pas la question du présentéisme en fait? Pourquoi on ne change pas nos schémas mentaux de savoir qu'est-ce qui nous embête, et plutôt peut-être de ce qui nous intéressait à ce qui nous intéresserait finalement dans le bon fonctionnement des entreprises. On a tellement l'habitude de faire face à des dysfonctionnements que du coup on en oublie de comptabiliser et de capitaliser sur les bons fonctionnements. Et moi, la pratique que j'en ai, c'est que la responsabilité sociétale nous encourage à capitaliser sur les bons fonctionnements, sur les bonnes pratiques, et en fait, d'une certaine manière, c'est un peu un aspect utopiste, là, un aspect optimiste. J'ai le sentiment que si on se multiplie ces instruments de dialogue associés à la responsabilité sociétale, parce qu'assez fréquemment on confond dialogue et information, c'est le problème. Donc le dialogue, c'est dialogue, il y a deux, et il y a quelque chose, un sentiment de réciprocité. Et de se contenter de faire du dialogue juste avec une enquête du personnel, par exemple, ça c'est pas du dialogue, c'est juste un premier retour d'information, mais il n'y a pas la réciprocité et la volonté réciproque d'aller vers quelque chose de construit, de constructif. Donc ma question c'est vraiment ça, c'est où en sont nos schémas mentaux, est-ce qu'ils sont vraiment en termes d'évolution vers ces concepts aussi ambitieux? Pardon. Vous avez raison, on a toujours l'habitude de regarder le verre à moitié vide et oublier le verre à moitié plein. Je suis assez d'accord sur votre positionnement. Moi j'ai eu beaucoup de mal, parce que j'ai un patron au-dessus de moi, qui est un peu de la vieille école, c'est-à-dire je suis le patron, je suis un autocrate, je suis Dieu. Entre nous, des fois on l'appelle Dieu, comme ça. Voilà, c'est vrai qu'il est toujours en train de dire ça va pas, voilà, t'as vu, il y a encore des absences, machin. Et en fin de compte, on oublie que on continue à faire fonctionner la maison de retraite 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Que bien souvent les résidents ne se rendent pas compte qu'il manque des piliers, que tous les jours on mange une bonne nourriture, que tout fonctionne, que le linge est propre dans les armoires, que les soins sont dispensés dans les bonnes pratiques, etc. Et qu'en fin de compte, dans un lieu qui est un lieu de vie, n'oublions pas qu'un EHPAD est un lieu de vie, et non pas un lieu de mort, voilà. C'est un lieu de vie, une vie jusqu'au bout, debout, et que, ma foi, on peut dire que les gens en maison de retraite sont souvent des gens heureux. Et c'est vrai que, et je dirais aussi que les médias, quand on vous parle, je parle pour mon secteur,
On parle toujours des maisons de retraite, on parle toujours de celles qu'on a fermées pour mauvaise maltraitance, parce qu'à 6 heures, l'ARS a débarqué. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses, mais je dirais qu'il y a d'autres directeurs d'EHPAD dans la salle. Je dirais que nous faisons tout. Et s'il y a un milieu qui a énormément progressé depuis ces 10 dernières années, c'est bien le monde médico-social, où on a fait une révolution, je dirais, de A à Z, et peut-être encore plus que dans le monde de l'hôpital, dans le monde sanitaire. Et effectivement, tout ça a changé. Et je crois que les mentalités ont déjà changé. Et c'est pour ça aussi que les équipes dans les EHPAD sont aussi des équipes dynamiques. Et heureusement, parce que sinon, on est justement dans cette dynamique de vie. Je voudrais compléter votre réponse. Donc moi, je suis un autocrate. Effectivement, pour avoir un dialogue, il faut émetteur-récepteur, enfin, il faut être deux. C'est fondamental. L'autocrate, il peut très bien avoir une posture comme, et ne pas vouloir dialoguer. Mais il faut être deux. Et le dialogue dans le cadre de la prévention des risques professionnels et dans le cadre de cette norme, c'est un dialogue qui peut aussi mettre mal à l'aise le salarié. Parce que bien souvent, comportement humain fait que lorsqu'on est, entre guillemets, lorsqu'on sait où on va et lorsqu'on a un patron autocrate, lorsqu'on est... enfin, moi j'ai fait mon service militaire, donc je connais, mais c'est vrai que c'est assez rassurant aussi. Et quand on est dans ce type de démarche, on leur demande un sacré effort, en fait. Et ça peut même les fragiliser. Voilà. Donc, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tout ça est très compliqué. Étant la gardienne du temps, je suis désolée, nous avons donc récupéré le quart d'heure que nous avions laissé passer au début. Voilà, une dernière question. Ouais. Ah non, ah non. Ah non, autocrate, autocrate, donc, non. On va clore le débat et le mot de la fin donc, sera pour le président de part. Je pense à la mois prochain. Donc bon, j'espère que vous avez apprécié cet instant d'échange. Merci beaucoup à M. Saïta, M. Joly et Madame. J'ai le neveu, voilà. J'ai trouvé vos interventions vraiment très intéressantes. Et je pense, je vais me faire un petit peu votre représentant, mais tous nos remerciements pour cette intervention. Ma conclusion, je l'ai un peu faite juste avant. C'est-à-dire que voilà, cette démarche, cette norme, ce nouvel état d'esprit, cette empathie de tous les niveaux, à tous les niveaux de notre société, de l'ensemble de ce système humain, entre guillemets, est une ambition plus qu'énorme. Hein. On en est à toucher le questionnement fondamental de nos sociétés humaines. Voilà, donc vaste sujet. Merci à tous d'être venus. Sachez que nous avons donc un colloque qui sera le 21 juin. 20, c'est le 20 ou le 21 ? J'ai hâte d'être l'été, c'est à cause évidemment du temps d'aujourd'hui. Donc le témoin en sera Monsieur Michel Perron, qui a installé en France un dispositif qui s'appelle l'appui au dialogue social. Donc vous aurez l'ensemble des éléments et le programme de cette journée qui sera un peu plus longue, hein, puisqu'on démarrera dans la matinée. Voilà. 10h, 16h. Merci. 10h, 16h. Voilà. Donc, voilà. Et c'est un
mardi. C'est un mardi. Hein. C'est un mardi. Voilà, merci à tous. Je close cette première réunion et j'espère qu'elle vous a tous apporté des éléments de réflexion. Merci. Vous aurez toutes les informations, tout le reportage qui a été fait